Ça marche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle matinale de l'Institut Louis Bachelier, le réseau de recherche partenariale en économie et finance. Je suis Riyad Benlareh, journaliste de l'Institut Louis Bachelier. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Delmotte, doctorant en économie au CREST, et Benoît Schmutz, professeur d'économie à Polytechnique, à l'occasion de la parution récente de leur ouvrage L'emploi et le territoire, coécrit avec Francis Carmars, professeur d'économie au CREST. Cet ouvrage a été réalisé sous l'égide de la chaire Sécurisation des parcours professionnels et publié récemment aux presses de Sciences Po. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet qui permettra d'alimenter le débat sur la fragmentation des territoires par rapport à l'emploi, je donne la parole à Pierre Cahuc, responsable scientifique de la chaire Sécurisation des parcours professionnels, pour rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cet ouvrage. Pierre, c'est à vous. Oui, merci. Voilà, quelques mots sur la chaire que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. La chaire sécurisation des parcours professionnels finance des recherches sur l'emploi, la sécurisation des parcours professionnels. À ce titre, nous finançons des doctorants en collaboration avec Pôle emploi, l'UNEDIC, Groupe Alpha et le ministère du Travail, et deux partenaires académiques, donc Sciences Po et le CREST, qui comprend le laboratoire de recherche de l'École polytechnique et de l'ENSEI. Alors, dans ce cadre, on publie notamment de nombreux ouvrages. On a publié pratiquement une trentaine d'ouvrages en l'action Sécuriser l'emploi. Le dernier ouvrage qui a été présenté était un ouvrage sur l'emploi et le commerce international par Lionel Fontanier. Il y a des précédents sur le salaire minimum. Nous aurons des ouvrages à venir sur la santé, l'égalité professionnelle. Et aujourd'hui, l'ouvrage est consacré à l'emploi et le territoire. C'est un sujet extrêmement important, surtout après, dans cette période post-Covid, dans la mesure où les problèmes d'emploi vont devenir importants, encore plus importants. Il y a toute la problématique autour de la réindustrialisation que les auteurs vont aborder, et surtout la problématique de la mobilité. Alors, ce qui est très important, très intéressant, je pense, avec cet ouvrage, c'est que finalement, on ne sait pas grand-chose dans ce domaine. Il y a beaucoup de questions en suspens, comme vous allez le voir, beaucoup de questions posées, beaucoup de travaux, mais il reste encore énormément de choses à faire. Et d'autant plus que on a de plus en plus accès à des données, à du big data, sur lesquelles d'ailleurs les auteurs travaillent. Et donc, je vous laisse la parole je redonne la parole à Riyad pour que vous puissiez nous présenter de manière structurée le contenu très riche de votre ouvrage. Merci Pierre. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et on les relayera après la présentation de Thomas Delmotte et Benoît Schmutz. Thomas Delmotte, pour débuter, pourquoi prendre en compte la géographie dans le marché du travail? Merci beaucoup Pierre et Riyad pour cette introduction. Donc, on est très heureux de vous présenter aujourd'hui notre ouvrage qui recense les résultats de la recherche sur les effets de la géographie sur le marché du travail. Et donc, tout d'abord, commençons par le point de départ. Est-ce qu'il y a des différences géographiques en termes de marché de l'emploi et d'accès à l'emploi? Donc là, ce qu'on vous propose, c'est une carte du chômage en France avec 3 niveaux d'agrégation géographique différents. Donc au niveau régional, à gauche, départemental et les zones d'emploi. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'on a une inégalité des taux de chômage entre les aires géographiques. Et donc, on observe au nord et sur le pourtour méditerranéen un plus haut taux de chômage que dans la Haute-Bretagne, par exemple, jusqu'à Poitiers. Et quand on zoome, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe aussi qu'au sein d'un même département, on peut avoir des disparités assez importantes en termes de taux de chômage et donc d'accès à l'emploi pour les travailleurs. Maintenant, une question, c'est est-ce que cette photographie de la France, elle a historiquement, est-ce qu'il y a une persistance du taux de chômage? Donc, ce qu'on vous propose, c'est de regarder trois cartes au niveau départemental, avec en rouge les départements qui ont un taux de chômage le plus élevé en 97, en 2008 ou en 2017, et en bleu les départements qui ont le taux de chômage le plus faible à ces dates. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une certaine persistance en termes des départements les plus touchés par le chômage et de ceux les plus dynamiques. Mais néanmoins, on a quand même une évolution au cours du temps. Donc, en particulier, l'Alsace, qui était un département avec un très faible taux de chômage en 97,
n'est plus dans les 10 départements au plus faible taux de chômage à partir de 2008. Et à contrario, la Somme ou l'Aube, qui avaient des taux de chômage dans la moyenne, sont à partir de 2008 parmi les départements qui comptent les plus forts taux de chômage. Et donc, le sujet de la présentation, ça va être de savoir pourquoi on a ces disparités géographiques, quelles sont les forces en présence qui permettent d'expliquer ces disparités, et enfin, quels sont les leviers d'action et les acteurs des politiques publiques de l'emploi au niveau territorial. Donc, pour commencer, définir le bon niveau d'analyse. Ce qu'on observe, c'est qu'actuellement, ce sont les villes qui concentrent l'emploi. Et en fait, c'est un phénomène historiquement qui démarre avec la révolution industrielle et l'exode rural. On a une concentration de la production au sein des villes qui est due en fait au fait de bénéficier en ville des effets d'entraînement qu'offre la densité. C'est-à-dire en regroupant un grand nombre d'acteurs économiques sur un même lieu, donc travailleurs et entreprises, les acteurs bénéficient d'avantages productifs importants. On peut les caractériser selon 3 dimensions. Donc, tout d'abord, on a des meilleurs appariements dans des villes denses, c'est-à-dire que les personnes se rencontrent plus facilement et ainsi une entreprise qui a besoin de compétences particulières a un ensemble de travailleurs plus diversifiés auxquels elle a accès. Donc, on a une amélioration des appariements productifs dans les villes. D'autre part, on a une mutualisation des ressources offertes par la ville. Donc, on peut penser aux transports publics, aux écoles, mais aussi aux politiques d'attractivité où les entreprises se solidarisent pour attirer fournisseurs et clients. Et enfin, une 3e dimension, c'est le phénomène d'apprentissage. Donc, en ville, avec la densité des interactions possibles, on a une plus forte probabilité d'apprendre de ses pairs. Et donc, pour des entreprises, ça va être de collaborer sur de nouvelles technologies et d'innover. Et pour les travailleurs, d'apprendre et de s'informer sur les opportunités d'emploi et les nouvelles techniques. C'est pourquoi l'espace urbain est très convoité. Et cet attrait pour l'espace urbain se traduit par une grande concurrence sur le logement ou le foncier pour les entreprises, qui résulte dans ce qu'on appelle un tri spatial des personnes et des entreprises. C'est-à-dire que les personnes, les travailleurs et les entreprises ayant la plus grande capacité à se payer l'hébergement de la ville vont pouvoir accéder à ces externalités permises par la ville, au détriment des personnes et des entreprises qui n'ont pas les capacités de payer ce foncier concurrentiel. On a parlé de ville depuis le début comme un concept relativement abstrait de concentration d'emplois et de travailleurs. On a tous sa propre expérience et définition de la ville. Ce que propose la recherche économie, c'est de considérer les aires urbaines comme la bonne définition des villes. Donc, une aire urbaine, c'est l'ensemble des communes attirées par un pôle central. Malheureusement, elle ne correspond pas à des niveaux de gouvernance administrative ou de gestion des routes ou de la fiscalité effectifs. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Paris, ici on a 2 cartes. Le niveau le plus fin d'étude, ici, c'est la commune. Donc, la commune est une aire géographique administrative. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre les communes, il y a beaucoup d'interactions. Donc ici, sur ces cartes de l'aire urbaine de Paris, on a au centre la délimitation du périph' ou de la commune de Paris telle qu'on la connaît historiquement. Ensuite, si on dézoome un peu, on a l'aire de ce qu'on appelle le Grand Paris. Donc, une collaboration des communes en vue d'améliorer les conditions de vie et de production des entreprises qu'elle héberge. Et enfin, si on dézoome encore, on a cette aire urbaine. Et ce qu'il faut voir et qu'on n'a pas délimité ici, c'est qu'en fait, cette aire urbaine, elle s'inscrit à peu près de la même taille que la région Île-de-France. Néanmoins, elle est aussi à cheval sur les départements voisins, comme le reste. Donc, à gauche, on observe la densité de population et l'étalement résidentiel. Et à droite, le nombre d'emplois par actif occupé. Donc, à gauche, on a une densité de population qui décroît plus on s'éloigne du centre de Paris. Et ça a été permis par le recours massif à la voiture individuelle et pour Paris aussi à des transports en commun relativement performants. Et cet éloignement en fait, des résidents s'est fait pour leur permettre d'avoir accès au logement individuel et ainsi le temps de trajet en fait, compense des prix au mètre carré plus faibles en périphérie de la ville.
Et donc, si les frontières de la ville sont floues et débattues, on observe quand même une chute importante de la densité de population à la lisière de l'espace urbain. Et pour l'aire urbaine de Paris, on peut définir le rayon d'environ 50 km. La carte de droite, elle, représente le nombre d'emplois par actif occupé, c'est-à-dire le nombre d'emplois par résident qui travaille. Et on peut observer que le nombre d'emplois suit relativement le nombre de résidents autour de Paris. Et plus on s'éloigne, plus la spécialisation résidentielle des communes est forte. Donc les communes avec des couleurs vert pâle très claires correspondent à ce qu'on pourrait appeler des villes dortoirs. Cette carte, elle met aussi en évidence ce qu'on appelle une ville polycentrique, c'est-à-dire qu'on observe à certains endroits de l'aire urbaine des groupes de communes avec un vert plus foncé, correspondant à un solde positif d'emploi. Elles offrent en fait plus d'emplois qu'elles n'accueillent d'actifs occupés. Et donc ça, c'est le cas, par exemple, des zones d'emploi secondaire de La Défense, Versailles, Roissy, Fontainebleau. Et donc, en fait, l'aire urbaine, telle qu'on l'observe aujourd'hui, on peut la décomposer en une ville historique qui est devenue le pôle d'attraction. Mais avec l'amélioration des transports, on a eu un étalement de la population qui a accédé à des maisons individuelles tout en bénéficiant des emplois de la zone urbaine, et ainsi une intégration des centres secondaires d'emploi à l'ère d'influence de la métropole. Maintenant, ces aires urbaines ne sont pas isolées, elles s'inscrivent dans un territoire plus vaste et elles interagissent entre elles, ce qu'on appelle le réseau des villes. Et je vous propose de passer la parole à Benoît qui va nous parler du marché du travail au niveau national qui en fait se décompose en un réseau de villes qui interagissent entre elles. Oui, bonjour à tous. Oui, donc ce qu'on propose de faire en fait dans le second chapitre de notre livre, c'est de dézoomer et de ne plus regarder uniquement ce qui se passe à l'intérieur d'une agglomération ou d'un marché local du travail, comme Thomas vous l'a présenté, mais ce qui se passe dans l'interaction entre les différents marchés locaux du travail qui constituent un pays. Et essentiellement la France dans les exemples qu'on prend, mais pas uniquement, également les États-Unis ou certains autres pays européens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est donc comme l'a rappelé Thomas, en fait, la mobilité quotidienne entre aires urbaines reste très limitée, même aujourd'hui. Par exemple, si on prend les actifs qui résident dans les 100 premières aires urbaines françaises, il y en a environ que 10% qui travaillent dans une autre aire urbaine que leur aire urbaine de résidence. Bien sûr, si on considère des géographies plus fines comme les communautés de communes, cette proportion va mécaniquement avoir tendance à augmenter. Mais bon, si on considère, comme nous avons tendance à le faire dans ce livre, que l'échelon peut-être le plus pertinent est celui de l'aire urbaine, on a vraiment un écosystème local qui est connecté, mais seulement imparfaitement, avec d'autres écosystèmes locaux que sont les autres aires urbaines. Pourquoi est-ce qu'il est connecté imparfaitement? En fait, et ça, on passe pas mal de temps à le détailler dans le livre, parce que les acteurs du marché du travail, et en particulier les ménages, font face à des barrières importantes au déménagement. Ce sont des barrières que l'analyse économique cherche à quantifier, même si en fait elles peuvent avoir des sources assez différentes. J'ai listé ce que je pense être les principales. Donc on a des barrières psychologiques, on a des barrières sociales liées à la constitution, par exemple, d'un réseau amical. On a des barrières démographiques liées aux grandes contraintes que posent les principaux événements du cycle de vie, la mise en couple, la fertilité, la retraite, etc. On a bien sûr des contraintes directement financières, en particulier liées au déménagement, aux frais associés
au changement de lieu de résidence, en particulier pour les ménages propriétaires. Et enfin, on a aussi, et donc c'est quelque chose sur lequel on insiste pas mal dans le livre, des barrières qu'on va appeler informationnelles, qui sont liées au fait qu'en fait, le marché du travail, même aujourd'hui, reste très imparfaitement connecté d'un point de vue spatial, ce qui veut dire qu'en fait, les différents acteurs sont peu, ou en tout cas mal, au fait des opportunités offertes par les marchés locaux du travail éloignés. Et en fait, toutes ces barrières donc, qui diminuent bien sûr les capacités des ménages à déménager, c'est aussi le cas pour les entreprises, mais j'y reviendrai plus tard, ont tendance à favoriser les inégalités, ou en tout cas aggraver les inégalités, parce que en fait, ce qu'on observe, c'est donc du point de vue des travailleurs, comme la plupart des transitions entre emplois sont majoritairement locales, ce phénomène tire les écarts de rémunération entre petites et plus grandes agglomérations du fait des mécanismes que Thomas a évoqués tout à l'heure. Ce qu'on observe aussi, c'est que ces marchés locaux du travail sont, comme on vous l'a dit tout à l'heure, assez figés dans la mesure, et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste aussi dans le livre, dans la mesure où en fait les marges d'ajustement sont en grande partie limitées par la difficulté à ajuster à la baisse, en particulier le parc immobilier. On a un phénomène qui a été documenté depuis assez longtemps en économie urbaine, mais qui n'a pas encore, à mon sens, été suffisamment connecté aux problématiques du marché du travail, de durabilité du parc qui, en fait, fait que les villes, même affectées par des chocs économiques négatifs, ont tendance à abriter une population importante, même plusieurs décennies après les chocs. Cela est aussi, donc c'est en partie lié donc au comportement des ménages. En fait, les ménages ne vont pas forcément déménager parce qu'ils peuvent compenser en partie leur perte de revenus par le fait que le marché du logement va être moins cher. Peut être aussi lié à des problèmes d'investissement spécifiques opérés par les ménages propriétaires. Mais bien sûr, c'est aussi tiré par les comportements des entreprises. Dans les modèles standards, les entreprises ajustent leurs standards, en tout cas les plus classiques, traditionnels, les entreprises ajustent leur capacité productive sans coût. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est que bien sûr, il y a des investissements productifs donc dans certains secteurs qui sont importants, en particulier dans l'industrie, et ces investissements ont tendance à figer le tissu industriel. Quand, d'autre part, les nouvelles activités qui émergent aujourd'hui ont en fait des demandes spécifiques, à la fois en termes de formation de la main-d'œuvre ou d'accès à certains financements qui expliquent qu'elles ne vont pas forcément se localiser là où les entreprises plus anciennes auront pu fermer. Donc ça, c'est une dimension très importante qui explique en partie le décalage qu'on observe donc dans l'espace, même si en fait ce qu'on
Une autre dimension intéressante que certaines études ont mise en évidence est que les nouvelles technologies de transport ou de communication favorisent la spécialisation des villes, par exemple entre centres de décision et centres de production, même si en fait ça c'est surtout vrai pour les entreprises multisites. Donc dans ce contexte en fait d'un réseau imparfaitement connecté où on a des travailleurs qui sont un petit peu coincés dans certaines régions ou dans certaines villes ou dans certains quartiers qui sont particulièrement peu dynamiques d'un point de vue économique, évidemment se pose la question de l'intervention publique. Alors en fait, et c'est l'objet du 3e chapitre du livre, on peut en partie tirer un bilan des expériences de politique publique qui ont été tentées depuis, on va dire, 30 ans, voire 40 ans, pour rapprocher travailleurs et emplois. Ces politiques sont évidemment très diverses selon qu'elles visent plus directement les entreprises ou les travailleurs, selon aussi l'échelle géographique à laquelle elles s'adressent, puisque comme on l'a dit, si elles s'adressent par exemple à des disparités intra-urbaines, elles vont mettre en jeu des problématiques liées à la mobilité quotidienne. Si elles s'adressent à des disparités régionales, elles vont mettre en jeu des problématiques liées vraiment à des déplacements plus permanents de population. Donc, on dresse modestement une sorte d'état des lieux des résultats de ces politiques et il nous semble que les politiques les plus prometteuses dans ce domaine concernent les politiques qui visent dans une logique assez modeste d'accompagnement des grandes évolutions économiques, les politiques qui visent à favoriser la flexibilité de l'offre de logement dans les régions ou dans les villes les plus dynamiques. Donc, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ce ne sont pas des politiques qui sont forcément faciles à mettre en place, ni qui ont été forcément évaluées de manière systématique quand elles ont été mises en place. Plus traditionnellement, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de subventionner la mobilité des travailleurs, que ce soit la mobilité quotidienne ou la mobilité résidentielle. Ce type de politique se heurte souvent à un fort attachement des travailleurs à leur lieu de résidence, si bien qu'elles sont susceptibles d'être extrêmement coûteuses pour un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur. C'est peut-être moins le cas des politiques qui cherchent à subventionner les mobilités quotidiennes, rendre les travailleurs plus mobiles et en particulier les demandeurs d'emploi plus mobiles. Il semble que, même si en fait on dispose de peu d'expérience en la matière, que les politiques qui subventionnent les transports, l'accès au transport public pour les demandeurs d'emploi ont un effet positif, au moins à court terme, sur les comportements de recherche d'emploi. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire pour les travailleurs. Si en fait on croit
à ces phénomènes d'effets d'entraînement localisé dont vous a parlé Thomas tout à l'heure. On peut aussi adopter une autre stratégie qui est en fait d'investir massivement dans certaines régions, certaines villes ou certains quartiers particulièrement en difficulté. L'instrument privilégié pour faire ça aujourd'hui, c'est un instrument fiscal, et peut-être l'expérience la plus connue dans ce domaine-là concerne en fait la dimension, l'échelle intra-urbaine. Il s'agit pour la France donc, du programme de zone franche urbaine qui a fêté ses 25 ans cette année et qui a été un programme extrêmement massif à l'échelle de la France, avec plus d'une centaine de quartiers qui ont bénéficié d'allègements fiscaux extrêmement importants pour les entreprises qui s'y localisaient. Ce programme a été beaucoup évalué avec des résultats assez mitigés qui sont un peu à l'image de ce qu'on trouve dans les programmes similaires mis en place dans les autres pays. Et en particulier, une chose qui, moi, me semble assez importante de noter, c'est qu'il n'est pas facile de savoir, si on se base uniquement sur des critères socio-économiques, de savoir quel quartier est vraiment susceptible de bénéficier de ce type d'intervention. Et en particulier, il est possible que les quartiers les plus isolés au sein des villes sont peu susceptibles de bénéficier de ce type d'intervention, parce qu'en fait, même si ces interventions augmentent la demande de travail dans ces quartiers, l'offre de travail n'est pas forcément au rendez-vous. D'autre part, il y a d'autres problèmes qui ont été mis en évidence, notamment ce qu'on appelle les effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'en fait, certaines entreprises ont pu bénéficier de ce programme alors qu'elles se seraient installées dans ces quartiers de toute façon. Et enfin, une chose qui est vraiment importante et qui est toujours un peu un point d'interrogation de la puissance publique, c'est comment s'assurer que ces programmes vraiment bénéficient aux résidents des quartiers en question. L'équation n'a pas vraiment été résolue pour le moment. Donc, nous, on dresse en fait un bilan qui est assez pessimiste des différentes expériences de politique spatialisée ou de mobilité qui ont été mises en place. Un élément possible d'explication de ce pessimisme a trait en fait à la fragmentation institutionnelle et notamment au fait qu'on a donc tout un écosystème, encore une fois, d'acteurs politiques locaux qui ne jouent pas entre eux de manière coopérative et qui donc peuvent freiner la mise en place de politiques qui seraient peut-être bénéfiques à un niveau plus agrégé. Donc ça, c'est quelque chose dont les pouvoirs publics ont conscience en France. C'est en partie lié à des héritages historiques qui expliquent le niveau très important de fragmentation communale qu'on observe dans le pays. Et ça explique aussi donc, les politiques de plus en plus volontaristes qui ont été mises en place pour inciter les communes, puis forcer les communes à intégrer des EPCI, donc des communautés de communes ou des communautés urbaines en fonction de la taille. Il semblerait effectivement que limiter cette fragmentation communale puisse avoir un impact important sur donc, le levier, nous,
sur lequel on insiste le plus dans le livre, à savoir l'offre de logement. Donc, il semblerait possible d'augmenter l'offre de logement quand on restreint le pouvoir des maires en ce qui concerne l'attribution des permis de construire notamment. Cependant, il est possible que le processus actuel ne soit pas assez important et qu'il faille se résoudre à des processus de regroupement de communes plus importants, comme cela a été le cas en Suède, par exemple. Enfin, pour peut-être conclure sur une note plus optimiste, on détaille en conclusion du livre quelques pistes qui sont en partie déjà mises en place pour peut-être pallier certaines des difficultés qu'on a listées dans le livre, et notamment quelque chose un petit peu peut-être iconoclaste qu'on rappelle, c'est qu'il est sans doute possible dans certaines villes de surélever une partie des bâtiments pour accueillir le plus grand nombre. C'est quelque chose qui est évidemment dépendant des héritages architecturaux et qui est peut-être plus facile dans certains lieux que dans d'autres, mais d'une certaine façon, cela maintient ce que les géographes appellent l'urbanité des villes, qui est un héritage historique et qui est difficile de planifier à partir d'un bureau d'études d'urbanistes, parce qu'en fait, ça dépend de plein d'éléments qu'on ne contrôle pas, mais qui, effectivement, pourraient augmenter l'offre de logement dans les villes. Clairement, un manque de l'ouvrage concerne une discussion plus approfondie sur le télétravail. On a terminé ce livre à un moment où on commençait à parler vraiment de manière massive du télétravail en lien avec le confinement sanitaire du pays au printemps 2020. Il est bien possible que le télétravail, dans certains cas, signifie la fin ou en tout cas la diminution des arbitrages spatiaux pour les ménages dont on a parlé, mais il reste aussi vrai que c'est une source d'inégalité en fonction des professions et qu'il y a beaucoup de travaux à mener sur les effets du télétravail, sur la productivité en termes de partage d'informations, de cohésion des équipes et également de qualité de la vie en ville, ce que les économistes géographes appellent les aménités. Enfin, on termine le livre sur la nécessité de penser politique d'emploi et politique de transport de façon jointe, ce qui est en partie fait à l'échelle du Grand Paris, mais Thomas vous a montré que le Grand Paris n'était peut-être pas l'échelle pertinente pour réfléchir à ces questions. Ce qui est certain, c'est que dans un contexte de transition écologique, il faut penser à des alternatives au recours systématique à la voiture individuelle, dont le succès est clairement lié à sa flexibilité. Et en un sens, le covoiturage est une solution réaliste et peut-être temporaire, mais qui est un compromis souple à développer, peut-être avec l'aide de plateformes numériques. Et l'autre possibilité, bien sûr, et c'est en partie fait, encore une fois, par le Grand Paris Express, c'est d'encourager l'intermodalité, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport au sein d'un même trajet, qui donc prend en compte le fait que les transports publics sont forcément discontinus,
contrairement à la voiture individuelle, et qui permet de minimiser les coûts des trajets en bout de ligne. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thomas Delmotte et Benoît Schmutz. Avant de passer aux questions-réponses, je rappelle que vous pouvez justement adresser vos questions-réponses aux intervenants dans le chat. Pierre Cahuc, est-ce que vous pouvez réagir à la présentation des auteurs? Oui, bien sûr. Merci déjà pour cette présentation très claire. Alors, vous avez couvert beaucoup de champs. C'est vrai qu'à la lecture de l'ouvrage, on sort un peu frustré d'une certaine manière parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution évidente à cette très, très grande persistance des inégalités territoriales. Sûrement, c'est le fait que effectivement, les coûts de transport, les coûts de mobilité sont extrêmement importants pour tout un ensemble de raisons que vous avez mentionnées. Enfin, la question qu'on se pose, moi je me pose, c'est finalement, vous l'avez abordé à la fin, c'est qu'est-ce qui peut être fait et j'imagine que vous avez des projets de recherche sur ces sujets parce qu'on se rend compte qu'en fait, pour élaborer des politiques dans ce domaine qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que, comme je dis tout à l'heure, on a l'impression que les sujets sont extrêmement compliqués. On ne sait pas grand-chose sur le fond, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu l'as rappelé, Benoît. On ne sait pas très bien ce qui fonctionne. Et donc, j'aimerais savoir, enfin, qu'est-ce que vous comptez explorer et quelles sont vos intuitions sur ce qui pourrait effectivement fonctionner et quels résultats espérez-vous obtenir? Je peux peut-être répondre à ça rapidement. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu décourageant. J'ai envie de mentionner l'existence d'un programme, mais qui malheureusement un programme qui a énormément souffert en fait du Covid-19, qui est le programme EMIL, qui a été lancé il y a environ entre 2 et 3 ans, en partie sous l'égide du ministère du Travail, qui était un programme pilote qui cherchait à aider au déménagement des personnes mal logées et en situation assez précaire en Île-de-France, donc à travers un accompagnement assez massif et qui était censé donc mettre en relation donc des travailleurs qui en fait quelque part donc étaient coincés en Île-de-France et qui ne bénéficiaient pas vraiment du dynamisme d'Île-de-France et en subissaient les coûts, et des territoires en tension qui peinent à recruter des travailleurs. Ce programme donc était assez intéressant dans son principe, même si en fait il requiert un investissement très important de la part des acteurs de terrain. Malheureusement, on peut dire qu'il a été en partie gelé par les difficultés qu'on connaît tous. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut tout de même être poursuivi. C'est vrai que on a peu en fait de retour d'expérience sur des programmes d'aide à la mobilité, parce que c'est aussi un problème lié si vous voulez, aux contraintes scientifiques qui permettent d'étudier ce genre de programme. Ce n'est pas facile, par exemple, de mettre en place des processus aléatoires de désignation de certains bénéficiaires d'aide à la mobilité. Il y a une grosse expérience qui a été menée aux États-Unis qui s'appelait le Moving to Opportunity et qui est étudiée depuis 20 ans. Il semblerait quand même que subventionner la mobilité au moins à l'intérieur des villes, des ménages qui sont dans des quartiers difficiles peut avoir des effets intéressants, en particulier sur les enfants. Donc, voilà. Donc, quelque part, il y a sans doute quelque chose à faire, mais c'est vrai que c'est sur du temps long, sur de l'intergénérationnel.
Sinon, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vraiment de préconisation de programme qui pourrait être mis en place. Sur les pistes de recherche, quelque chose qu'on évoque dans le livre, c'est qu'il semblerait effectivement qu'il y a différents effets d'entraînement liés à la densité que Thomas a rappelé, donc voilà, les fameuses économies d'agglomération, qui en fait mobilisent des mécanismes extrêmement différents selon qu'elle porte sur les appariements, sur les coûts fixes, ou sur l'apprentissage. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'études qui soient vraiment parvenues à quantifier à l'importance respective de ces différents mécanismes sur le surcroît de productivité des facteurs dans les grandes villes. À mon avis, c'est assez important d'essayer de faire ça parce que ça peut aussi aider au design de meilleures politiques publiques. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ambitionne de faire dans les 15 ans à venir. Thomas. Un enjeu important aussi, je pense, pour la recherche, c'est d'être capable, comme on le montre dans la présentation, d'associer les contraintes du marché de l'emploi et du marché du logement. Et c'est très difficile de modéliser les deux simultanément. Et ça, en fait, ça fait écho à un problème du décideur public entre le désir de planification et les réponses endogènes de localisation de l'emploi et des travailleurs. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, typiquement, sur la loi d'orientation des mobilités, on souhaite améliorer les mobilités donc, via les infrastructures SNCF, typiquement, sans être capable de prendre en compte la relocalisation que ça va induire en termes d'emploi et de résidence. Et du coup, c'est à mon avis l'économiste, un de ses rôles, c'est d'apporter les outils qui permettent d'avoir un modèle assez tractable, assez simple, où à partir d'un réseau, d'une évolution du réseau de transport, on peut anticiper où vont se localiser les emplois et les actifs. Est-ce que vont émerger des espaces ségrégés d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire des centres d'affaires versus des villes dortoirs? Et d'un autre côté, est-ce qu'il va y avoir des espaces ségrégés en termes de revenus entre des zones très dynamiques et des zones moins dynamiques au sein de la ville? Et du coup, comme l'évoquait aussi Benoît, au sein du réseau des villes, on peut avoir le même genre d'études et d'apports pour le décideur public. C'est par exemple l'expérience du TGV ou des bandes passantes Internet. Donc, quel effet ça a eu en fait sur la relocalisation de l'emploi? Et on observe par exemple que le TGV, même si son intention directe n'était pas de structurer le marché de l'emploi au niveau national, a eu des effets de relocalisation des emplois qualifiés vers les grandes villes et des emplois moins qualifiés vers les plus petites villes qui se sont du coup spécialisées dans la production, alors que les grandes villes se spécialisaient dans la prise de décision. Et donc, du coup, à mon avis, un des rôles de l'économie, c'est d'apporter ces outils beaucoup plus tractables qu'ils ne sont actuellement, parce que le sujet est très complexe, pour que le décideur puisse les manipuler facilement. On a une question dans le chat. Merci à tous les deux pour ces explications. On a une question d'Hélène Coupry. Pourquoi la zone d'étude pertinente des liens entre inégalité d'emploi et géographie et l'aire urbaine? Pourquoi pas la zone d'emploi? Ça, je peux y répondre. Donc, ça aurait pu être la zone d'emploi. Ce qu'on voulait surtout distinguer, c'est entre la région, le département, la commune. On pense qu'il y a ce niveau intermédiaire qui est soit l'aire urbaine, soit la zone d'emploi, qui sont en effet deux échelles en compétition. On n'a pas voulu décider, on a voulu simplifier la présentation en focalisant sur l'aire urbaine. Ça pourrait être la zone d'emploi. Ce qui nous intéresse avec l'aire urbaine, c'est qu'elle ne garantit pas la segmentation de l'ensemble du territoire et du coup, elle correspond un peu plus, on trouve, au marché de l'emploi que les zones d'emploi qui, elles, ont vocation à distinguer toute commune du territoire national. Voilà, mais il n'y a pas de parti pris spécial. D'accord. On a une autre question de Jules Meunier, peut-être pour Benoît, par rapport à la flexibilité de l'offre de logement dans les bassins d'emploi dynamiques. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par là? C'est-à-dire augmenter l'offre de logement, la flexibiliser, c'est-à-dire être plus flexible sur les permis de construire. Alors, il me semble que ça peut être à la fois à la hausse et à la baisse.
Donc, on pense, là j'ai effectivement plutôt parlé de la hausse. Je pense effectivement que les permis de construire pourraient éventuellement être l'apanage d'une entité administrative qui ne serait pas directement liée au pouvoir politique. En Allemagne, c'est les préfets qui ont autorité sur le permis de construire, par exemple, je ne sais pas. Mais je pense également en fait à une flexibilité à la baisse, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il serait possible, par exemple, de construire des contrats locatifs plus flexibles que les contrats standards qu'on a aujourd'hui en France. Et en particulier, je pense que ça ne serait pas inintéressant de s'inspirer en fait des plateformes de location saisonnière type Airbnb qui, en l'état actuel, en fait, sont un peu accusés de réduire l'offre de logements dans certaines agglomérations, mais qui, en fait, pourraient donner des idées de nouvelles modalités d'accès au logement temporaire qui seraient peut-être plus souples également à quitter. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai en tête. On a une autre question de Laurent Cossa. Votre pessimisme s'étend-il au dispositif des emplois francs, aide aux entreprises qui embauchent des jeunes ou des demandeurs d'emploi résidant dans des zones urbaines défavorisées, même si elles sont installées en dehors de ces zones? Oui, alors on évoque le sujet des emplois francs dans le livre. Effectivement, les emplois francs en fait, ont été mis en place suite au constat que, outre les difficultés générales des zones franches, il y avait un problème assez évident de ciblage des résidents des quartiers sur lesquels étaient fixées les zones franches. À ma connaissance, le dispositif des emplois francs n'a pas rencontré, en tout cas, le succès qu'il est escompté. Il y a eu assez peu en fait, de signatures. Ça n'invalide pas le dispositif en soi, et il est encore assez récent, mais il semblerait, je pense qu'on cite des chiffres de 2019 dans le livre, il semblerait qu'il n'y ait pas eu, en fait, en tout cas, un afflux massif de bénéficiaires potentiels vers cette nouvelle offre. C'est peut-être parce qu'il est peu connu aussi, ce dispositif. Oui, je ne sais pas, c'est possible. Sur ce sujet, il y a une étude de Yannick Lorty. Ce sujet a été évalué, en fait, une évaluation assez intéressante, que je ne sais pas si vous la citez dans l'ouvrage, mais de Laetitia Achat, Yannick Lorty, Pascal Petit, qu'on peut trouver sur Internet très facilement, qui donne pas mal d'indications et qui suggère que ce n'est pas lié à un manque d'information des recruteurs, en tout cas. Voilà. On a une autre question de Jérémy Herbelin. Pensez-vous que le pilotage national du système éducatif joue un rôle important dans la persistance locale des situations des bassins d'emploi, notamment pour ceux où le taux de chômage est très élevé? Et il évoque peut-être le manque d'adéquation entre les compétences et les tâches. Alors oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Et c'est vrai en fait qu'on n'en parle pas, dans l'ouvrage. C'est le problème en fait de la congruence entre l'offre de formation et les besoins en main d'œuvre au niveau local est vraiment un problème important, et notamment en fait le temps qu'il faut
à l'offre de formation pour réagir à, par exemple, à des fermetures d'usines qui changent complètement le tissu industriel local et certainement quelque chose qu'il faudrait étudier. Oui, c'est en lien avec ce qu'on dit sur les tissus industriels qui se figent au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est un peu, à mon avis, pareil avec les compétences qui ont tendance à se figer, à manquer de flexibilité. Peut-être que Francis a un mot là-dessus. Ouais, je ne sais pas si on m'entend. Je suis désolé d'être arrivé en retard. On a un étudiant qui travaille sur ce sujet, Elio Nigné, et qui regarde le plan Jospin. Et une des choses qui est tout à fait frappante, donc l'ouverture disons, d'antennes universitaires a un effet sur la création d'entreprises, mais ce qui est tout à fait frappant et qui renvoie à des points qui ont certainement été évoqués auparavant, c'est qu'on a un émiettement des communes, 36 000 communes. On fait face à la même chose au saupoudrage. Au cours du plan Jospin, il y a des contraintes politiques qui ont fait qu'on a ouvert des choses dans des endroits improbables et surtout des choses isolées. Une des caractéristiques, si on pense au système éducatif anglais ou nord-américain, c'est qu'on a on a des universités pluridisciplinaires où on a aussi ce qu'ils appellent des two-year colleges, et que ces ensembles sont multidisciplinaires. Il y a pas juste, je sais pas, une spécialité industrielle et rien à côté, et que ça a évidemment des effets de structuration du territoire et d'évitement, disons, du saupoudrage. Je relie ça explicitement à la structure des villes parce qu'il y a une forte demande des maires, pour des raisons de réélection, d'avoir sa propre antenne, indépendamment du bien-être collectif. Et ça, donc, ce qu'évoque Jérémy, peut être un des problèmes. Et donc, vous l'avez certainement évoqué, la question de la taille optimale des communes pour offrir des aménités en rapport avec la taille et une structuration, disons, des transports, est une vraie question qui n'est pas encore résolue et encore moins, même pas résolue, mais même pas abordée, j'ai envie de dire. Merci pour ce complément, Francis. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Et il nous reste 5 minutes. Donc, le public peut encore poser des questions aux panélistes. Sinon, j'avais une petite question sur la mobilité du capital, en fait, parce que vous parlez surtout de la mobilité, du travail, en fait, mais effectivement, dans la mobilité du capital, il y a toutes les politiques de cluster dont on sait qu'elles ont des effets limités. Mais comment vous voyez cette complémentarité entre mobilité donc, du capital, des entreprises et mobilité de la main-d'œuvre? Est-ce que vous pensez que justement, le télétravail, ça peut changer les choses? Est-ce que vous voyez des pistes pour améliorer cette sorte de, la cohérence entre les deux? Sur l'aspect du capital, ce qu'on dit dans le livre, c'est que souvent, en fait, ce capital, d'un point de vue géographique, il est investi dans des machines ou des usines qu'il est difficile de relocaliser, qui en plus de ça sont spécialisés dans certains types de tâches, et que la mobilité spatiale des entreprises passe plutôt par un turnover des établissements, donc avec ce qu'a dit Benoît sur la fermeture d'établissements dans des territoires assez spécifiques, et l'ouverture de nouveaux établissements, donc la relocalisation du capital se fait par de nouveaux investissements, mais en fait dans d'autres territoires que ceux d'où le capital part. Et c'est rarement la mobilité d'un établissement, d'un territoire à l'autre, même si en effet les réseaux d'entreprises, donc les multi-établissements, ont la capacité de réallouer et leurs travailleurs et leurs tâches d'un territoire à l'autre et ont un rôle important sur la structuration des spécialisations urbaines. Mais complémentaire à ce que tu dis, Thomas, me semble-t-il, une entreprise, quand elle veut investir, elle ne pense pas qu'elle va pouvoir faire venir des salariés. Donc, si on imagine qu'une usine, par exemple, on veut la mettre quelque part, elle ne la mettra qu'à un endroit où il y aura les salariés, évidemment des salariés qualifiés, des techniciens, des ingénieurs, des cadres et des ouvriers qualifiés, évidemment.
Or ça, c'est pas gagné, on ne peut pas le faire partout, encore une fois, et on a bien vu comment des territoires dans ma région, en Normandie, petit à petit, à des pays, parce qu'on est une force de travail qu'on n'avait pas investi dans la formation continue et qu'au total, on a préféré fermer et que ça a bien arrangé les gens. On a eu les importations des pays de l'Est ou de Chine qui ont bien remplacé la chose. Donc, il y a quand même, les deux sont extrêmement liés, comme la question, me semble-t-il, de Pierre le supposait. Et très souvent, tout ça se tient. S'il n'y a pas de mobilité, si on est sûr qu'on ne peut pas faire venir des gens, on ne va pas investir dans un endroit. Et tout ça renforce, disons, cette spirale difficile pour les territoires éloignés. Peut-être une dernière question. Comment favoriser la mobilité des travailleurs, hein? Vous avez évoqué une expérience aux États-Unis. Est-ce que ce type d'expérience devrait être effectué en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un petit peu ce dont je voulais parler quand j'évoquais le programme Émile tout à l'heure. Bon, Émile est vraiment un programme très ambitieux de mobilité régionale. C'est possible de le répliquer, mais encore une fois, il y a beaucoup de problèmes logistiques opérationnels qui sont à prendre en compte. Un autre aspect qui, moi, m'intéresse, je ne sais pas vraiment à quel point c'est pertinent, mais j'ai développé récemment un attrait un peu maladif pour la question du service militaire. Donc, on a eu le service militaire a été abrogé au milieu des années 90. Quelque part, c'était une façon de déplacer des gens qui, sinon, n'auraient jamais éventuellement déménagé. On peut penser, donc il faut regarder ça, j'ai l'intention de regarder ça un petit peu. Ça a déjà un tout petit peu été regardé, mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut éventuellement se dire que des programmes de service civique pourraient être mis en place aussi, qui en fait créeraient un désir de mobilité chez les gens. Mais c'est quelque chose de très ancré. C'est difficile en fait quand on pose la question aux gens, est-ce qu'il y a un montant à partir duquel vous seriez prêt à déménager? Il y a beaucoup de gens qui disent aucun. D'accord. On va prendre deux dernières questions et ensuite on va conclure ce webinaire. Une question de Jérémy Hervelin, donc par rapport au rôle syndical selon les territoires en France. Y a-t-il des liens causaux entre participation, protection syndicale et dynamisme économique selon les régions ou départements? Et enfin, une question de Jean-Luc Tavernier par rapport à la question complexe et controversée de la différenciation géographique du SMIC. J'ai envie de laisser Francis répondre. C'est parti. Moi, quand j'étais il y a longtemps, j'ai suggéré que la différenciation régionale du SMIC n'était pas forcément une mauvaise chose, mais je pense que c'est un outil un peu, c'est pas un gros outil. Je ne vois, dans le fond, je ne vois pas d'autre outil intelligent pour résoudre en première approximation beaucoup des problèmes qu'on évoque que ce qu'ont fait les Suédois dans la fin des années 60 et au début des années 70, c'est-à-dire de mettre une commission de spécialistes complètement pas politiques pour passer de 3000 communes à 320 municipalités. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais je trouve que la question, il y a un vrai enjeu sur la structuration des communes et c'est une façon de sortir par le haut
me semble-t-il, à beaucoup des questions sous-jacentes à ce qu'on a dit, ce qu'a évoqué tout à l'heure Benoît sur quel est le bon niveau de gouvernance, par exemple pour les permis de construire. Il y a beaucoup de choses qui sont des questions de gouvernance et qui sont problématiques en France, me semble-t-il. Sur le SMIC, si vous voulez, il y a toutes ces choses-là, c'est comme ce que je viens de suggérer sur les histoires de communes. Et la question de la faisabilité politique est toujours centrale et ceci, comme la régionalisation du SMIC qui existait avant 68, c'est comme on dit en anglais, des non-starters en général. Je ne connais pas d'homme ou de femme politique qui est prêt à s'engager sur ce genre de choses. Donc, la question de la faisabilité politique des réformes sur les questions de territoire est une vraie question qui sont abordées, par exemple, par Pierre Boyer sur les questions de taxation. C'est les questions d'économie politique de la réforme. C'est vraiment un sujet, dans ces questions-là, c'est vraiment un sujet central, je trouve, des recherches et sur lesquelles on ne sait pas grand-chose, me semble-t-il. Et par rapport au rôle syndical, est-ce que vous avez un avis Il y particulier? a des travaux qui étaient parus, me semble-t-il, dans Économie statistique dans les années 70 qui montraient qu'une des raisons pour lesquelles les usines s'étaient construites à la campagne, dans les communes plus rurales, c'était pour employer des femmes parce que les hommes étaient très syndiqués. C'était une des choses qui avait été mise en évidence par un papier, je crois que Étienne Turpin était un des co-auteurs. Il n'avait pas été publié dans l'économie statistique et j'avais trouvé cette chose intéressante. Mais je crois que la question des syndicats a beaucoup évolué. On sait bien que le taux de syndicalisation est relativement faible et je crois qu'il ne s'oppose pas avec la même force aujourd'hui qu'il se posait dans les années 70 où un ou deux syndicats avaient vraiment une emprise très forte sur le travail dans les zones les plus urbaines et pouvaient empêcher l'avancée dans beaucoup de... Je ne crois pas que les syndicats, et c'est vrai dans beaucoup de pays, jouent un rôle, c'est certainement actuellement fort et c'est certainement un problème dans une capacité de mobilisation. Très bien. Nous allons conclure ce webinaire maintenant. Donc, je rappelle la publication de votre ouvrage L'emploi et le territoire, donc par Thomas Delmotte, Francis Kramars et Benoît Schmutz. Je vous remercie beaucoup pour ces explications et merci à Pierre Cahuc d'être intervenu également au cours de ce webinaire qui sera disponible en replay sous quelques jours sur le site de l'Institut Louis Bachelier. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée à toutes et à tous. Merci et désolé de ce retard. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.